Cours sur le vivant, la question de l'altérité de l'animal à l'égard de l'homme sujet. Cette vidéo va se focaliser sur l'éclairage tout à fait nécessaire de la notion importante de la subjectivité, la conscience, telle que Descartes l'a développée. Pourquoi ce passage par Descartes et par la notion de sujet alors que l'audio a pour vocation d'éclairer la question du vivant? Eh bien, on pourrait dire sans erreur que les mouvements philosophiques de l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle, encore aujourd'hui, mais qui ont tablé sur un principe dualiste, c'est-à-dire la division entre deux substances dans la réalité ou dans le monde, à savoir d'un côté la matière, le corps, et de l'autre la pensée, l'âme. Eh bien, ces philosophies dites dualistes, eh bien, curieusement, avec des degrés divers bien sûr, eh bien, ont tracé une frontière très très quasi infranchissable entre l'homme et ce qui n'est pas homme, c'est-à-dire l'altérité animale, l'altérité de la nature au sens plus large. Et on peut même considérer que ce qu'on appelle philosophie rationaliste, euh, dont il existe des figures dès l'Antiquité, avec notamment les stoïciens, et bien cette philosophie-là, elle aussi, avant Descartes, sur lequel je vais m'attarder, et bien cette philosophie-là est quasi exclusive de l'animal et renforce l'idée d'une supériorité. Alors, je vais d'abord présenter rapidement quelques petits courants, justement dans l'Antiquité, de philosophes, non pas comme Virgile, Lucrèce, euh, et plus tard Montaigne, hein, qui reconnaissait, au sens noble du terme, une valeur éminemment grande à l'animal, mais au contraire des penseurs qui, euh, sans être dépourvus d'intérêt, eh bien, mettaient une distance, une frontière, une discontinuité, pensaient une discontinuité entre l'homme et le vivant. Alors, je, je donne quelques éclairages. Alors, on peut dire que euh, si Pythagore, au VIe siècle avant Jésus-Christ, avait considéré, malgré son dualisme, que l'âme indépendante du corps est susceptible de migrer dans un corps, notamment un corps animal, donc si lui était en mesure de vouer une sorte de respect à l'égard de l'animal, eh bien Platon, au IVe siècle avant Jésus-Christ, donc un petit peu plus tard, eh bien lui, il va reprendre les théories pythagoriciennes de la division âme-corps, de leur radicale distinction, euh, mais en considérant que si l'âme s'incarne dans un corps, eh bien, il y a toutefois une hiérarchie entre les êtres qui peuplent le monde. Tout en haut, on peut s'en douter, sont les dieux, dont le corps serait fait de feuilles de lumière, je passe sans commentaire, puis les hommes capables de se rapprocher des dieux par leur pensée, notamment ce qu'ils appellent le nous, c'est la pensée rationnelle, puis les animaux, sortes d'hommes ayant perdu le sens du beau. Les animaux eux-mêmes, chez Platon, sont classés selon une hiérarchie. Euh, et ce qui est assez amusant, c'est que il y a d'abord les oiseaux qui sont capables de s'élever vers le ciel et vers le divin, puis les animaux à quatre pattes, et enfin, pardon, les animaux rampants qui sont au ras du sol, par exemple comme les serpents. Euh, une âme, dans cette théorie qu'on retrouve à la République, livre 10, une âme s'incarne euh, avec cette idée de métampsychose dans le corps qu'elle mérite en fonction de son parcours et
Le platonisme, qui est une des philosophies les plus connues dans les écoles grecques et romaines, en réalité, considère une sorte de moindre dignité à l'animal et évidemment valorise l'homme en tant qu'il a l'esprit capable de saisir le beau et de s'élever vers le divin. Euh, pour ce qui est des auteurs qui ont renforcé aussi cette idée de division, eh bien on peut considérer, je passe Aristote, on considère que le stoïcisme, qui va être notamment repris à Rome, parce que c'est un courant d'abord qui est grec, hein, il va être repris à Rome notamment par Sénèque au 1er siècle après Jésus-Christ, et aussi avec Marc Aurèle au 2e siècle après Jésus-Christ, donc Sénèque 1er, Marc Aurèle 2e. Eh bien, il est connu, ce courant, pour une morale bien sûr rationaliste et sévère, et euh, il va consacrer ce courant la supériorité humaine de l'homme donc sur l'animal, l'homme a la raison, l'animal a l'instinct. Pour les stoïciens, le monde est fait pour l'homme en est le centre, et on ne doit pas forcément quelque chose aux animaux, on peut s'en servir, il y a ce rapport-là. Et on peut considérer que le christianisme, même si je vous ai dit l'autre fois qu'à l'intérieur du christianisme, il y a des phares éclairants comme Saint François d'Assise, eh bien, en majorité quand même, le christianisme euh, considérera aussi que l'homme est placé au-dessus de la création, il est à l'image de Dieu, et les animaux, même s'ils apparaissent notamment dans des représentations de la crèche, notamment dans l'idée de la naissance de Jésus à Bethléem entre un âne euh, et un bœuf, il y a quand même cette idée que euh, l'animal est porteur de pulsions, et surtout il est privé a priori d'esprit, d'où la dichotomie entre ce qui est l'homme d'une part, le monde de l'esprit, de l'âme, et le monde des corps. Et l'animal il est réellement euh, euh, alourdi par son corps. Alors, je vous ai dit que j'allais me consacrer, et je le fais tout de suite, à la philosophie de Descartes, et je crois qu'il est intéressant pour vous, ultérieurement, bien de comparer la, l'homme, l'homme sujet tel que Montaigne l'a décrit, hein. C'est un homme qui pense, mais qui pense de manière sceptique, qui pense traversé par le doute, hein. Que sais-je? Montaigne est loin des certitudes, que ce soit à l'égard des positionnements d'une culture occidentale à l'égard des autres cultures, mais aussi il interroge la prétendue suprématie de l'homme en montrant au contraire la richesse de l'animal, son ingéniosité. Donc l'homme sujet chez Montaigne, c'est un homme qui doute, qui réexamine les positions et qui se garde bien de tracer une rupture entre l'homme et ce qui n'est pas lui, en l'occurrence l'animal. Pour ce qui est de Descartes, alors, on peut considérer, j'ai dit qu'il est, c'est le père de la modernité en philosophie. Pourquoi? Parce qu'il a placé évidemment l'homme au centre, mais en quel sens? Eh bien, c'est l'homme en tant qu'il est entre guillemets, une chose qui pense, qui est le premier des fondements. La philosophie de Descartes n'écarte pas la question du divin, notamment dans la troisième méditation des méditations métaphysiques, j'y viens, et cependant, la, la, la vérité infaillible, la vérité première, la vérité élémentaire est la pensée en acte, la pensée qui se déploie selon le pouvoir de la raison. Alors, quels sont les principes cartésiens, et voyons comment
éclairent la thématique de l'animal. Eh bien, on peut facilement préciser que le dualisme chez Descartes consiste à présenter deux substances, deux réalités qui composent le monde. La première, qu'il appelle en latin res extensa, c'est-à-dire la substance étendue, eh bien, elle constitue le monde des corps. Le monde des corps, à savoir le corps de l'être humain et le corps d'un animal, euh, le corps peut-être même d'un tronc d'arbre, puisque corps signifie ce qui occupe une position dans l'espace et la matière. Donc la substance étendue, res extensa, elle constitue le monde des corps et elle est étudiée évidemment sans doute par les sciences naturelles et les sciences physiques comme celle de Galilée par exemple. Quelle est l'autre réalité de cette philosophie dite dualiste? Quel est le deuxième élément fondamental? Eh bien, c'est la res cogitans, autrement dit la substance pensante. La substance pensante, elle est, pour Descartes, attention, on n'est pas du tout dans un contexte des neurosciences contemporaines ou même de la manière dont Diderot ou le médecin matérialiste Lamétrie voyait un lien entre la matière cérébrale et la possibilité de penser. Au contraire, chez Descartes, la res cogitans, la chose qui pense, la substance pensante, elle est séparée de l'étendue, elle n'est ni spatiale, ni matérielle, et on s'en doute alors, même si cela peut nous sembler très étrange, elle est indépendante du corps, séparée du corps. Que ce soit évidemment le corps de l'homme lui-même, même si ça trouble, mais elle est d'autant plus étrangère, séparée, distincte de tous les corps et absente du corps dit de l'animal. Nous y arrivons. Parmi les êtres qui ont un corps, seul l'homme participe à la substance pensante grâce à son âme qui est immatérielle. Les animaux, eux, ont un corps régulé par l'instinct, mais pour Descartes, ils ont un corps, ils n'ont que cela et ils sont leur corps. L'homme a un corps, mais il n'est pas son corps. Il est un esprit doté d'un corps, un esprit profondément uni à un corps, qui forme un tout évidemment, mais il n'est pas question comment dirais-je, de confondre les deux réalités. Alors on va voir comment il arrive à ce dualisme, mais très rapidement, puisqu'il est question d'une audio sur le vivant et sur l'animal, rappelez-vous, on l'a fait en classe, qu'il y a une analogie, une sorte de comparaison entre le corps de l'animal et le modèle de la machine. Vous savez que c'est au XVIe, au XVIIe que les hommes, les homo faber, ont développé des machines, des sortes d'automates. Et cette figure artificielle de l'automate fascine Descartes, tout comme elle fascine avant lui De Vinci et Galilée. Et il va penser le vivant, notamment l'animal, en lui plaquant d'une certaine manière le mode d'organisation d'une machine. Et dans le texte que j'ai mis en ligne, vous pouvez lire que tout ce qui se meut dans le corps de l'animal s'explique par la puissance de certains ressorts, la force des mécaniques des, des parties. Et il dit alors je lis dans le discours de la méthode, la 5e partie, ceux qui, sachant combien de divers automates ou machines mouvantes l'industrie, c'est-à-dire la technique des hommes peut faire sans y employer que fort peu de pièces, à comparaison de la grande multitude des os, des muscles, des nerfs, des artères, des veines et de toutes les autres parties
qui sont dans les corps de chaque animal considéreront ce corps, donc de l'animal, comme une machine qui, ayant été faite des mains de Dieu ou des mains de l'homme, est incomparablement mieux ordonnée et a en soi des mouvements plus admirables qu'aucune de celles qui peuvent être inventées par les hommes. Donc, euh, il veut dire par là en fait que les animaux, œuvres de Dieu, créatures de Dieu, je ne vais pas commenter ce passage-là, sont des machines presque aussi parfaites que les machines inventées par les hommes. Donc tout y est déterminé, tout y est rouage, tout y est pré-réglé, et et dans la perfection des mouvements de l'animal, de son comportement, eh bien, nul besoin de trouver comme explication à ces mouvements parfaits la présence d'un esprit. L'esprit n'y est pas. Et un autre texte va permettre à Descartes d'étayer sa thèse de l'animal-machine. Il s'agit de la lettre au marquis de Newcastle consacrée au langage, dans lequel il montre que si on pourrait peut-être être confondu soi-même, trompé, lorsque nous sommes en présence d'un être vivant, à savoir est-ce un animal, est-ce une machine, être un vivant, mais il précise que la façon dont les perroquets, les animaux émettent des signaux ne laisse aucun doute. Ils n'émettent des signaux que relatifs à des besoins du corps, et ce de façon répétitive. Ils n'inventeraient pas de langue de signes linguistiques, ils ne parlent pas ni du passé ni du futur, ils ne s'approprient pas de manière symbolique le réel, en l'occurrence, ce qui est signifié par l'animal est ni plus ni moins qu'un système de communication, une sorte de programme, dirons-nous, si on pense aujourd'hui à l'informatique. Et alors ce corps-machine, pour Descartes, est dépourvu d'une aptitude à une véritable souffrance, et cette machine vivante est au service de l'homme. L'homme doit se rendre comme maître et possesseur de la nature, c'est-à-dire se l'approprier, et il n'y est pas question ici, évidemment, d'une reconnaissance d'une valeur, et tout comme il n'est pas question non plus de torturer l'animal, je le redis, parce que Descartes est parfois l'objet de discours délirants. Il y a une modestie de la part de Descartes. Être comme maître et possesseur veut bien dire qu'il s'agit d'essayer de maîtriser la nature si on est en mesure de la connaître. Il ne s'agit pas d'une domination totale. Maîtriser n'est pas tyranniser, je préfère le rappeler. Cet animal-machine est donc il est déserté par l'inventivité d'une âme qui crée de nouvelles langues, qui peut parler de science, qui peut parler d'équations, qui peut parler de Dieu, qui peut refaire le monde, tisser des récits historiques, un certain nombre de choses. Et il y a chez Descartes l'idée que donc l'animal est son corps. Il y a cette idée aussi que il n'y a pas à concevoir l'idée d'une continuité ou d'une sorte de perfection plus élaborée chez l'homme, et qui serait perfection déjà à l'œuvre dans le corps machine, machine très bien réglée. Pas du tout. Cette idée plutôt d'une continuité entre deux perfections, euh, elle est présente, pardon, chez Montaigne dans les Essais, et elle est présente également dans la pensée du médecin et philosophe matérialiste atomiste qui s'appelle La Métrie. Vous avez un texte dans lequel il dit que la matière est non seulement organisée chez l'animal et chez l'homme également, pour permettre
par le système de tous les nerfs, de favoriser la digestion, enfin de favoriser, de permettre la digestion, la motricité, un certain nombre de choses. Et à la grande différence entre Descartes et Montaigne-Lamétrie, c'est que pour les seconds, et notamment Lamétrie, médecin du, 18, début 18e, eh bien, la matière est certainement pour lui la cause, le foyer d'où émerge l'activité des cogitations, c'est-à-dire des pensées et de la réflexivité. Là où Descartes considérait que la conscience est, est la pensée rationnelle, mais qui n'a pas pour foyer la matière ou un cerveau, eh bien, pour d'autres auteurs, notamment des matérialistes, lesquels reconnaissent facilement une proximité homme-animal, voire une simple différence de degré, hein, c'est le cas également de Darwin, eh bien, on a cette facilité chez ces hommes, ces penseurs-là, à penser une continuité et une reconnaissance de la différence, avec évidemment pour la suite des thématiques, non seulement de l'empathie, mais la possibilité intellectuelle de reconnaître des droits, de reconnaître peut-être une éthique pour l'environnement, une éthique pour l'animal. Alors je conclus en disant, mais comment Descartes arrivait-il dans sa démonstration à isoler à ce point l'homme sujet et à lui donner une position de surplomb, une position aussi surtout de domination à l'égard de la matière et du vivant en particulier. Eh bien, il faut se rappeler que euh, dans les deux premières parties des méditations métaphysiques, Descartes précise son objectif, rechercher une vérité infaillible, indubitable, qui donc n'est pas l'objet du doute, et il va dérouler un certain nombre d'arguments, notamment l'argument du rêve, dans lequel il dit que on ne peut pas simplement se dire que ce corps que je touche est une vérité, est un principe infaillible, parce que dans le rêve, il nous arrive bien souvent de croire que nous volons, alors de croire que nous sommes à côté d'une cheminée, d'un poêle pour nous réchauffer, alors qu'en réalité, dit Descartes avec un brin d'humour, nous sommes tout nus dans notre lit. Donc il ne suffit pas de se pincer pour trouver là une expérience infaillible qui serait la première des vérités qu'il cherche. Il considère que le corps est inessentiel pour celui qui cherche à se définir et à trouver une vérité. Et je, je résume, hein, euh, on s'aperçoit dans les méditations métaphysiques, et il faut aller jusqu'au bout de la deuxième méditation, pour s'apercevoir que, avec cet argument du malien génie, je peux douter de tout. Je peux douter de tout, y compris des vérités mathématiques qui pourraient être une machination, qui pourraient être des trucs auxquels je me raccroche, alors qu'en réalité ont feint de me faire adhérer à l'idée que 2 plus 2 égale 4, qui peut être une fiction. Et donc, je peux douter de tout, de mon corps, voire l'argument du rêve, des vérités mathématiques, voire l'argument du malin génie, lisez les méditations en détail. Mais au cœur du doute, dont le mouvement vertigineux peut être comparé à la chute dans un puits sans fond, eh bien, au plus je plonge dans l'océan du doute, j'ai l'impression que plus rien n'est vrai, que je peux douter de tout, que tout est fallacieux, que tout est faux, sauf que Descartes dit que je peux douter de tout, sauf du doute. Il y a quelque chose en moi, entre parenthèses, cette pensée rationnelle qui cherche le vrai par la pratique du doute. Eh bien, cette pensée rationnelle, eh bien, est justement celle qui résiste au doute et celle qui subsiste,
Cette pensée qui doute, cette conscience, dit Descartes, eh bien, cette res cogitans, cette substance qui pense, eh bien, elle subsiste, elle se découvre même comme vérité, alors même que le doute a néantisé, a réduit à néant, temporairement, hein, je vous rassure, un certain nombre de données matérielles, notamment le corps. Donc, qu'est-ce que l'homme en tant que sujet? C'est cette possibilité de se définir par la pensée rationnelle en acte, dont le doute est l'expérience la plus aboutie de la pratique rationnelle, qui est au cœur de tout travail scientifique. Euh, je précise aussi qu'un certain nombre de choses qui ont été mises en doute seront réhabilitées au fur et à mesure des médiations métaphysiques, mais l'important pour moi était de montrer que pour Descartes, la res cogitans, la chose qui pense, n'est pas matérielle et que l'homme se définit par l'âme pensante. C'est sa marque de fabrique, c'est son essence, et c'est en tant qu'il pense qu'il peut se distinguer aussi de tout ce qui n'est pas lui et qui pourra être quadrillé par les théorèmes, par les lois de la nature. Toute cette matière qui n'est pas moi, qui n'est pas ma pensée, eh bien ma pensée rationnelle peut la mettre en équation, peut l'intellectualiser, peut, comme Galilée, avec lequel Descartes s'est entretenu, peut être mise sous forme d'équation. Donc cet animal dépourvu a priori de sensibilité et d'âme est complètement secondarisé et il est une des modalités qui rendent la vie humaine agréable dès lors qu'il se rend maître de cette vie animale, mais il n'y a pas du tout de possibilité de reconnaissance et de s'inscrire dans une continuité, une empathie ou d'autres sentiments de ce genre. Alors il faut lire, comparer les deux textes que je vous ai donnés, celui de la Métrie et celui de Descartes. Voilà. Claude Bernard, biologiste, qui a défendu l'idée d'expérimentation sur le vivant, peut dire, comme de nombreux biologistes, s'inscrit dans cette distance homme-sujet pensant rationnel, nature, animal. Et d'ailleurs, même ceux qui vont être de nombreux rationalistes, même ceux qui ne sont pas forcément dualistes, c'est-à-dire même ceux qui renoncent à l'idée d'une âme immatérielle, eh bien, s'inscrivent dans cette idée d'un sujet qui maîtrise, d'un sujet qui est presque en retrait, non pas en retrait comme pourrait l'être un dieu de la création, mais qui est dans une position de distinction radicale et de coupure. Voilà. Suite avec un nouvel enregistrement.